Bonjour tout le monde, je venais de terminer d'enregistrer mes vlogs avec et sans spoiler pour Star Wars épisode 9 quand soudain est arrivé sur internet la bande-annonce de Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan dont j'attends désespérément depuis Inception d'apprécier à nouveau une œuvre, parce que concernant Interstellar et Dunkerque, enfin c'est une catastrophe pour moi, ce sont même de mauvais films, vraiment de mauvais films. Pour le reste, je vous invite à aller regarder mon Pourquoi j'ai un tort sur Christopher Nolan si vous ne l'avez pas vu. J'ai fait une rétrospective sur ses films jusqu'à avant Interstellar. Donc, si vous avez envie d'avoir mon avis sur son cinéma en général, vous pouvez aller le voir. Mais j'avais quand même envie de voir un film de lui que je pourrais apprécier parce que, Inception, j'aime énormément. The Dark Knight est un de mes films préférés. Donc, quand Christopher Nolan fait des bons trucs, généralement, c'est plutôt prenant, quoi. Et il se trouve qu'avec Tenet, il a l'air de faire quelque chose qui ressemble beaucoup à Inception. Apparemment, il y a des histoires de manipulation du temps ou un truc dans ce genre-là. Et d'après les acteurs qui jouent sur le truc et d'après les commentaires qu'on a eus, Christopher Nolan serait en train de repousser les limites du cinéma et de faire des trucs de ouf. Donc, j'ai très envie de voir ce que ça va donner, ce Tenet. Et on va regarder ce petit trailer pour voir ce que ça donne. Alors, allons-y. Ça fait très Inception. But until we feel that heat, we can never know. You do. You chose to die instead of giving up your colleagues. That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. Carrément. Nuclear holocaust. No. Something worse. All I have for you is a word. Ah, des images qui vont à l'envers. Tenet. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. C'est un télescope. Il y ressemble. You have to start looking at the world in a new way. Don't try to understand it. Et ils vont faire le choc à l'envers? Feel it. That'll happen here. Hasn't happened yet. D'accord. Je viens de comprendre tout le principe. On va avoir des plans qui vont aller dans deux directions différentes. Oui, évidemment que t'as fait du 70 et de l'IMAX. On va avoir des plans, donc, où il va y avoir un truc qui va aller à l'envers et un truc qui va arriver à l'endroit, et on va quand même réussir à trouver un moyen quelconque, quelque part dans le scénario, pour, à un moment, te faire la collision et que les deux rentrent, aient un impact l'un sur l'autre. Il semblerait donc qu'on ait affaire à des gens qui ont des capacités particulières pour contrôler le temps, je suppose. J'ai pas compris si au début du truc, là, quand ils sont avec les câbles, est-ce qu'ils font du coup une descente en rappel inversée à cause du voyage dans le temps? C'est-à-dire qu'ils font comme si, au lieu de descendre, le truc en rappel, ils le remontent en rappel grâce au temps. Je sais pas si c'est juste un truc pour escalader une paroi. Ça peut être intéressant, mais pour l'instant, le truc révèle pas grand-chose de ouf. Ça me fait marrer, Robert Pattinson, je trouve qu'il a exactement le look de Christopher Nolan, et il y avait un mec qui ressemblait à Ridley Scott aussi, donc t'as l'impression que le réalisateur se fout dans le truc. Pour l'instant, pas grand chose à dire quand même, hein. Les plans font extrêmement Inception, tous ces plans, sur Dark Knight aussi, hein, tous ces grands plans sur les panoramas de ville, ça fait très très Nolan en général. Même s'il l'a pas fait dans certains films qui se déroulent pas dans des grandes villes, mais dès qu'il est dans une grande ville, généralement il y a un plan comme ça pour te faire des grands plans urbains. Avec des hélicoptères du coup pour faire une image qui bouge, avec le truc avec les tours par exemple, etc., pour rendre les plans dynamiques. Pas très surprenant du coup, quoi, c'est son style habituel. On peut noter qu'il a travaillé à fond une lumière assez réaliste
plus que dans Inception, qui malgré une lumière assez réaliste était quand même très éclairée et plutôt hollywoodien. Et là, t'as vraiment l'impression qu'il y a une image, une lumière réaliste, une lumière réelle, notamment parce qu'il y a beaucoup de plans où ça devient du coup très très sombre. Et je trouve difficile à étalonner, surtout quand ton héros est afro-américain et qu'il a la peau noire à la base. Alors, heureusement que les yeux sont blancs, quoi, les yeux attirent toujours, mais quand tu fais un truc avec une basse luminosité et quelqu'un qui a la peau très noire en plus, ça veut dire que ton chef-op a du talent quand même, parce que ça peut paraître évidemment méprisant ou voire raciste pour certains qui comprennent pas la vie. Il se trouve que les peaux noires ont plus de mal à réfléchir à la lumière, puisque le noir ne réfléchit pas à la lumière, et donc c'est plus compliqué à éclairer. Donc quand tu fais des lumières réalistes avec des personnages noirs américains, qui ont la peau très très noire, c'était souvent un peu compliqué. Us m'avait choqué pour ça, quoi. À quel point Us avait réussi à faire des lumières qui passaient bien, avec un casting entièrement afro-américain à peau noire, mais noire comme ça, quoi. C'est noir ébène, faut le vouloir, quoi. Faire un film d'horreur avec très peu de lumière, et t'arrives quand même à tout voir, à voir tous les visages des personnages. Le chef-op est un génie. Absolu. Et donc là, il y a cette tentative de travailler, du coup, une image assez sombre. Très désaturée aussi, très peu de couleurs. Très composée. En tout cas, pour l'instant, je suis pas spécialement hype. Ça a pas l'air encore de trop être ouf, alors que Inception, dès les premiers plans, avait montré les images de la ville qui se retournent sur elle-même et c'était vachement vendeur. Là, bon, c'est presque pareil, du coup. Non, pour l'instant, pour le coup, un mec qui mélange des images en inversé et en vitesse normale, ça me paraît pas si ouf que ça. Ce qui va être ouf, c'est ce qui fait les actions qui sont faites, les actions qui sont filmées dans ces trucs-là. Pour l'instant, non, ça me donne pas super envie de voir le truc. Mais quand l'intrigue sera plus révélée, peut-être que ça donnera envie. Donc là, on commence avec un plan de nuit sur la ville, donc je l'ai dit, très nolanien, très composé. Vous voyez que l'immeuble est plutôt centré. Il est pas parfaitement centré, mais il est plutôt centré. Peut-être que l'acteur est plus au milieu, peut-être sur une des fenêtres ou sur un des balcons, un truc dans ce genre-là. Avec l'opposition très vive entre la nuit obscure et bleue et l'intérieur très chaud, très chaud et jaune. Et très éclairé, du coup, ce qui découpe parfaitement les fenêtres. Là, des plans qui, du coup, utilisent le principe de la fausse perspective pour te donner des sentiments bizarres. J'arrive pas à savoir s'ils sont au sol ou contre un mur, ou je sais pas comment ils sont, mais a priori, je pense que c'est... Quand ils ont tourné le truc, ils ont le dos au sol. Et la caméra est mise... et les lumières sont mises d'une certaine façon, et les éléments du décor, genre les tubes, vous voyez, avec les petits robinets en bas, qui sont à l'endroit qui t'indique, en principe, ça c'est sur un mur, donc ça doit être le mur. Et donc c'est comme ça qu'on trompe ton cerveau en filmant un truc qui en fait est tout à fait facile à filmer. C'est Robert Pattinson qui est à côté... Comment il s'appelle? John David Washington? Je crois que c'est Robert Pattinson qui est à côté de lui avec ses cheveux mi-longs, là, il me semble. Donc là, pareil, on a un plan qui montre des choses que, en principe, sur cette perspective, on devrait pas voir. Et vous voyez, du coup, ce travail de la lumière qui est très, très sombre. Putain, je sais même pas d'où sort le projecteur qui éclaire la façade, là, parce que il doit être caché quelque part au sol. Parce que vous voyez les ombres qu'ils font, là, quand ils sont sur le truc. Et sinon, le reste, c'est noir, 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 quoi. Tu vois que dalle. On peut noter, comme dans la bande-annonce de Wonder Woman, un raccord des couleurs. Vous voyez que sa veste était raccord avec la mosaïque au début. Là, elle est raccord avec le mur blanc autour du truc. Donc, tu trouves un moyen de, à la fois, harmoniser les couleurs et en même temps d'avoir un truc qui marque, parce que lui, du coup, est noir par rapport à tout ce décor blanc. Et donc, tu le repères encore plus dans le décor. Là, typiquement, ce genre de plan, je suis admiratif que le chef-op ait réussi à avoir du détail dans le visage. Là, pour qu'on ait du détail là, comme ça, il y a une lumière qui est genre, mais à 2 doigts du bord cadre, là, pour éclairer son visage. C'est clair et net. Peut-être posté à côté du petit lampion, là, qui éclaire le mur, mais pour réussir à avoir du détail avec cette lumière-là, vous voyez à quel point le côté de son visage est d'un noir absolu. C'est-à-dire, il n'y a absolument pas de détail à partir de la joue. Mais dès qu'on arrive sur le visage, d'un seul coup, on a vraiment du détail au niveau du front, on a un petit reflet sur les yeux, etc. À coup sûr, il y a un kino. Les kinos, c'est des tubes luminescents, en fait, qui sont pas chauds, donc on peut les utiliser à la main et les mettre un peu partout, etc. Et ça fait des rehaussements de lumière qui sont assez doux, et qui font pas des ombres très marquées et assez moches. Et là, avec la petite barre qui est dans ses yeux, à 200%, il y a un kino qui est à côté pour lui éclairer le visage. Obligatoire. Là, pareil, ce plan-là, et pourtant, donc c'est vraiment ça qu'on a une lumière réaliste, c'est on doit probablement être en contre-jour, ou en tout cas, on est dans un jour très couvert, avec un temps très couvert, et donc quand il a le visage comme ça, un peu penché en plus, avec qui génère sa propre ombre, avec le décor complètement nuageux comme ça
On voit presque pas les détails de son visage, on voit presque pas ses yeux. Il y a un travail pour que le film soit très très sombre tout de même. Mais encore une fois, lui, il a une veste bleue par rapport au décor qui est vert, par exemple, donc sa veste se détache par rapport au truc, et le ciel est blanc, les trains sont blancs à côté, et lui est noir. Donc il y a aussi un contraste qui se fait là, et donc même si on a du mal à le discerner correctement, il attire le regard bien plus que le reste. Surtout qu'il est au premier plan, il est net, et il prend quasi tout le cadre. Il est en plan poitrine, donc forcément il attire ton regard par rapport au reste du décor. La composition, du coup, est vachement intéressante avec les points de fuite créés par les lignes de chemin de fer. Ça, pour le coup, c'est un plan qui est relativement impressionnant, quoi. On a un très bon panoramique qui montre beaucoup de choses. On a énormément d'éoliennes, ce qui rend du coup le truc impressionnant, parce que les éoliennes sont grandes. Si en plus t'en mets des tonnes et des tonnes, ça rend impressionnant, avec le petit bateau à côté pour la perspective, le rapport d'échelle entre les deux. Et encore une fois, ce temps très gris, couvert, cette lumière qui est pas très dure, pas très marquée. Là aussi, vous voyez comment concentrer l'attention sur le personnage qui est en train de parler. La lumière disparaît progressivement du cadre pour pas que ton regard soit attiré par le reste. Pas que ton regard soit attiré par le héros, on le met en flou, même si en premier plan, donc il reste au centre de l'intrigue puisque le personnage est en train de lui parler, probablement en train de lui proposer une mission, ou de rentrer dans le truc qui s'appelle l'afterlife. Donc on veut qu'il soit là quand même, mais on veut pas qu'il attire le regard par rapport au regard du personnage qui est en train de parler. Donc on va le mettre flou, le personnage est en train de parler net. Et vous voyez, il y a presque une courbe, un croissant noir, vous voyez, qui part de l'écran, qui augmente un peu avec la tête, et qui continue avec le costume du mec pour s'arrêter net après avec le mur blanc. Donc il y a tout un tas de choses qui sont faites pour attirer du coup vers son regard à lui en fait. La lumière qui va aller vers lui, le noir qui amène presque en courbe vers sa tête. Je remarque, alors c'est pas le film, mais il a la même police d'écriture dans tous ces trucs maintenant. Depuis le Dark Knight, il a jamais changé de police d'écriture, je crois. Là encore, un truc intéressant pour détacher le personnage du décor. La lumière vient donc du lit, avec des murs jaunes, une couverture blanche. La lumière est un peu jaune aussi, donc et lui qui est en silhouette, quasi en silhouette, et pourtant il y a de la lumière et du détail sur lui, mais il est quasi en silhouette, découpé par tout le reste du décor qui est beaucoup plus clair et qui est jaune. Et il y a à nouveau un travail de l'harmonie des couleurs avec, du coup, alors lui il est en bleu qui détache complètement, qui détonne complètement par rapport au jaune, donc ça le détache. Et sa couleur de peau noire ébène se marie avec les boiseries assez noires de la porte, du contour du mur, de la petite commode, de l'autre porte qui est à côté, etc. Donc à nouveau, on a quand même quelque chose qui, pour le détacher du décor et en même temps le rendre homogène avec le décor, et pas qu'il jure avec le reste. Et il doit quand même y avoir une lumière quelque part proche de lui, parce qu'il y a une lumière sur son bras quand il est avec le flingue, et qui tombe sur son visage. Encore une fois, vous voyez, il faut rehausser le visage à chaque plan pour être sûr qu'il y a la lumière qui tombe dessus et qu'on puisse y voir quelque chose, sinon ça sera flou. Surtout sinon ça sera noir. Surtout avec une lumière travaillée comme ça, quoi. Une lumière réaliste. Je sais pas si je peux dire grand chose sur ce plan. Il y a un travail centré-décentré. C'est-à-dire qu'on a par exemple cette grille, cette échelle qui est pile poil centrée au milieu, mais qui est décentrée par rapport au tube, ce qui fait que le tube, lui, est décentré par rapport au cadre. Avec en plus les tuyaux qui arrivent sur le côté, alors vous c'est de ce côté-là, parce que c'est l'inverse. C'est des tuyaux de connexion, d'alimentation électrique ou je sais pas trop quoi, qui arrivent sur le côté, qui à nouveau créent un truc décentré et asymétrique. Parce que du coup, on n'a pas des échelles qui se répondent, on n'a pas les gaines qui se répondent non plus d'un côté à l'autre. Donc il y a un travail du décentrage par rapport à ce plan-là, qui en même temps est très épuré, parce que c'est principalement un conduit tout lisse et qui montre rien à part le personnage qui est au fond. Avec des teintes de couleurs grises, verdâtres, un peu comme le reste du film qui est très marron, jaunâtre, etc. C'est que des trucs qui sont assez sales, qui donnent pas très envie, quoi. C'est pas des trucs très, très joyeux, très lumineux. C'est pas du Marvel, quoi, par exemple. C'est fou à quel point ça fait Inception. Les costumes, juste les mecs costumés, les valises, les petits attachés case qu'ils ont avec eux, la façon qu'ils ont de se déplacer en trio avec la caméra qui suit le truc et tout. Ça fait vraiment très Inception, et encore une fois, homogénéité des couleurs. Leur couleur de peau est raccord avec le sol, pour les deux blancs en tout cas, les quatre, parce qu'il y en a deux autres derrière. Leurs costumes sont bleu marine, bleu azur, et se raccordent du coup avec les colonnes qui sont derrière, un petit peu aussi avec le fond. Et vous voyez, on a du mal à discerner le personnage principal, hein, qui est à côté d'une zone d'ombre, et qui du coup n'est visible que quand il apparaît à côté de ce qui est blanc du coup dans le décor. Et regardez la différence avec ce couloir qui pour le coup est vachement éclairé,
Vraiment une rangée de lumière partout, partout, partout. Et regardez comme son visage est brillant, là, pour le coup, dans cette scène-là. Contrairement à tous les plans précédents où il était presque invisible tellement il était foncé. Quand tu travailles en lumière hollywoodienne, tu t'en bats les steaks. Tout est remonté, rehaussé avec des projecteurs de plusieurs millions de watts, etc. Enfin, les lumières paraissent réalistes, mais au final, elles sont complètement artificielles. Quand tu fais des lumières réalistes comme ça, c'est plus compliqué. Et comment est-ce qu'on attire l'attention sur lui, du coup, bah, c'est lui qui est net alors que le reste est flou. C'est très classique, hein, ce que je viens de vous dire là, mais c'est un peu le même truc. Et tu sens qu'on est dans le même décor parce qu'on est dans les mêmes tons de couleurs, donc on retrouve le blanc crème, un peu jaunâtre, les murs un peu bleu marine, et donc vous voyez que son costume est totalement bleu marine, là maintenant qu'il est dans la lumière. Ici, petit travail de perspective, du coup, avec les côtés de la pièce qui font des points de fuite qui amènent jusqu'au truc, qui sont un peu faussés en plus les points de fuite, parce que vous voyez qu'il y a un semi-escalier qui mène à cette espèce d'artefact ou je sais pas trop quoi, de bout de mur au fond. J'ai l'impression que c'est un stand de tir, ce truc. Je croyais que c'était un artefact jusque-là, que c'était une pièce d'art qu'elle lui montrait. Je pense que c'est un stand de tir. Et qu'on tire peut-être à l'envers, du coup, enfin je sais pas, ça doit être pour porter ce truc-là. Et puis il y a des impacts un peu partout, il y a des impacts de balles sur les murs aussi. Je pensais qu'il n'y en avait que sur la petite dalle au milieu. On peut voir du coup, encore une fois, le raccord des décors. Donc le gris pour que sa peau noire ressorte, mais en même temps lui il a un t-shirt gris ou une chemise grise qui reste raccord avec la palette de couleurs du plan, qui est rehaussée par cette tache de rouge créée par l'actrice, dont la chevelure du coup rajoute une touche de couleur dans le reste du décor qui n'en aurait pas en dehors de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le plan d'après, on peut voir que quand on est dans son décor à elle, qui semble être son bureau, on a sur le bureau des tas de choses qui évoquent la couleur orange, pour se rapprocher du roux de ses cheveux. Un peu jaune, mais on travaille un peu le orange quand même, le cadran du téléphone a l'air vraiment très orange, les gants qui sont posés derrière sont rouge orangé, la petite boîte qui est derrière c'est du jaune dégueulasse, un peu saumon, un peu orangé aussi je trouve. On essaye quand même donc du coup d'avoir un truc qui se raccorde, qui ramène un peu de couleur, parce qu'elle a de la couleur, et du coup ça ferait bizarre d'avoir un truc totalement sans couleur à côté si elle en a un petit peu sur elle. Mais on reste quand même sur des teintes très désaturées. Des teintes très désaturées. Des teintes très désaturées. Vous avez vu la lampe grise, quoi. Là, on a ces plans qui passent derrière des barreaux. Vous pariez qu'au début du plan, on voit que dalle, et que plus la caméra va tourner comme ça autour de la bagnole, et plus on va avoir de l'ouverture sur les barreaux, ce qui permettra de voir du coup le visage du mec qui est caché dans la bagnole, et donc ça doit être un mec qui doit être en mission d'espionnage, en planque, un truc caché, et on te transmet l'idée du fait qu'il soit caché, en le mettant derrière un obstacle visuel, qui du coup le rend difficile à voir si t'es pas dans le bon ordre, dans le bon angle. Et pour que tu sois pas souvent dans le bon angle et que ce soit donc difficile de le voir, on fait bouger la caméra du coup. Là justement, alors on voit qu'il est en train de parler avec la nana rousse, je pense, et vous voyez qu'il a un gilet de sécurité autour de lui qui du coup ramène des couleurs jaune, orange d'un coup dans le cadre, pour que quand on sort du cadre de la meuf, on perde pas d'un seul coup la couleur dans les plans. On fait en sorte de le garder encore dans le plan suivant en ayant un petit vêtement qui est raccord avec une partie de la couleur de l'autre plan, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a des trucs qui ne se répondent pas du tout entre les deux. On garde aussi les teintes blanches, grises, bleutées, etc., etc. Un peu pareil, raccord de couleurs, le pantalon bleu avec la mer bleue, la robe couleur crème peau avec quelques motifs dessus pour qu'elle puisse passer un peu inaperçue, et que du coup la nana a l'air d'être quand même assez naturelle. Elle est très peu vêtue, elle a juste cette petite robe au-dessus qui a l'air pas épaisse, et qui rappelle la couleur de sa peau, donc t'as presque l'impression que c'est sa peau en fait, avec juste quelques motifs de fleurs en plus. Mais évidemment, il y a du tissu, mais ça c'est un habillé déshabillé, on va dire. Putain, alors là, il a pas dû être facile à faire celui-là non plus. Parce que là, du coup, on est en contre-plongée, donc clairement ça doit être un méchant ou un ennemi, donc c'est pour ça qu'on le met comme ça, pour qu'il soit menaçant. On a du blanc, il est quasi en contre-jour, et son visage est quasi aussi clair que le ciel derrière lui. Donc là, le mec, je sais pas comment il fait pour garder les yeux ouverts, parce qu'en gros, il a un projecteur de 200 watts, de 2 milliards de watts, qui est en face du truc, rehaussement de lumière pour corriger le contre-jour avec le ciel. Cela dit, ça a l'air d'être un ciel couvert, donc il doit pas y avoir beaucoup de lumière non plus. Mais la lumière n'arrive pas par le bas. La lumière arrive par le haut, par le soleil, donc si le mec est baissé comme ça, clairement, ça a été rehaussé au niveau de la lumière, parce que sinon, c'est invisible. Et c'est joli, du coup, la séparation, comme ça, entre le ciel presque uni et le bateau sur le côté très lisse, et avec des teintes qui vont petit à petit du blanc au gris-bleu, au bleu foncé. Ça marche bien. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous pouvez noter un truc très clair. Rouge, danger. Donc je sais pas ce que c'est que cette histoire de Troisième Guerre mondiale ou pas. Est-ce que c'est un truc nucléaire, ou si c'est par rapport à autre chose? T'as l'impression qu'ils sont en train de libérer un animal enfermé dans une cage, ou je sais pas trop quoi. Ou est-ce que c'est par rapport à leur pouvoir, simplement, qu'elle dit ça?
Clairement, l'idée c'est qu'il y a un danger, bien sûr parce qu'il y a un mec avec une arme, mais la lumière rouge, de base, est un truc qui signale le danger. Et alors il y a un truc qui est bizarre, c'est cette opposition dans cette scène-là, entre une lumière extrêmement bleue et une lumière rouge, des couleurs qui sont quasi opposées l'une à l'autre, donc il y a un contraste très fort entre les deux images. Ça me rappelle un peu des plans de Upgrade, qui étaient très très beaux aussi au niveau des oppositions de couleurs comme ça. Et donc on a une opposition du bleu qui est la couleur la plus calme et pure possible, et du rouge qui est la couleur de la peur, de la tension et de l'énervement, et de la passion aussi. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette scène? Je suppose que ça va être une scène de dilemme, puisqu'on est en train de le tenter à faire un truc dangereux, ou alors est-ce que c'est une scène de menace? Et du coup, pourquoi est-ce qu'il y aurait le bleu? Donc là, on a notre premier plan à l'envers, avec un petit travelling d'hélicoptère, et donc on peut noter, bah, qu'est-ce qu'on a? On a un océan bleu, avec un ciel plus ou moins bleu, mais grisâtre en général. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que le bateau ressorte? Tu le mets en jaune poussin. Jaune canari. Donc là, c'est comme il fait très très sombre, le jaune a l'air plus sombre que ça, mais je vous assure, je suis persuadé que si on le met en pleine lumière, c'est poussin, pour être aussi clair dans ce truc-là. Ou alors c'est simplement de l'étalonnage. Et vous remarquez que les autres bateaux à côté, bah, ils mélangent beaucoup de noir et de blanc, par exemple, ce qui fait que, à la distance, ils deviennent un amas de couleurs et de lignes et de machins. Tu peux pas vraiment les discerner, ils attirent pas ton attention. Alors que ce bateau-là, qui est gigantesque et qui est bien jaune, bien uni sur la majorité du truc, attire complètement ton attention. Un plan à Londres, vous voyez donc la journée a l'air très très claire, parce que vous voyez l'autre côté de la rue est très très illuminé, les bâtiments sont presque surexposés, là vous voyez le bâtiment qui est au milieu juste à côté de lui, il est quasi complètement surexposé, et pourtant la lumière est assez sombre, parce que on filme principalement, les voitures garées sur le côté cachent le reste du trottoir, enfin l'autre façade qui est beaucoup plus claire, et là on a clairement tourné dans la partie qui était dans l'ombre en fait, il doit y avoir une ombre qui est projetée par cette partie de la rue. Donc c'est pour vous de ce côté-là, cette partie de la rue qui descend du coup sur le personnage et sur le bord du trottoir de l'autre côté de la rue, et l'autre côté de la rue, lui, il reçoit encore la lumière parce que l'angle est juste le bon. Ça veut dire qu'il a fallu tourner pile poil à l'heure de la journée où l'ombre tombait pile poil pour arriver sur l'autre côté du truc et tourner le plan correctement pour avoir la lumière qu'on voulait avoir. Comment tu fais pour avoir de l'ombre quand t'es en plein jour? Tu te mets du côté où il y a de l'ombre. Ça attend que le soleil bouge et tu te mets du côté où il y a de l'ombre. Donc, encore une fois, c'est intéressant de voir au niveau de la réalisation comment ça a été fait. On voit un plan assez classique pour Nolan. Hein. Encore une fois, grande perspective, ligne de point de fuite avec le trottoir, le balcon à côté, l'autre côté de la rue avec les bâtiments, avec beaucoup de lignes de droite. Donc tout ça qui marque un point de fuite très prononcé. Et ces images de ville sont assez classiques pour Nolan. Encore une fois, des teintes harmonieuses. Vous voyez que les passants derrière lui ont les mêmes teintes de couleurs que lui, pour se raccorder aux bagnoles également, qui permettent d'atténuer grâce au goudron également le blanc des façades qui sont à côté et le beige du sol qui est ici. Là aussi, très beau plan qui montre un parfait contre-jour, la pièce intérieure parfaitement éclairée, lui complètement dans l'ombre, et tu découpes une silhouette parfaite. Et pour bien attirer l'attention sur lui, plus que sur le décor, tu fais le point sur lui. Là, on aurait pu faire le point sur le décor pour le coup, pour montrer à quel point il est gros. Peut-être que le point va changer au fur et à mesure du plan, quand il va avancer, le décor va devenir net. Mais du coup, c'est voilà, encore une fois, comment est-ce qu'on découpe l'image grâce à la lumière en particulier. Michael Caine, totalement mis en avant par simplement à nouveau la couleur du décor. Le héros noir afro-américain avec ses cheveux noirs, avec son costume noir, fait une énorme tache noire de ce côté-là de l'image. Derrière, on a une bibliothèque qui est ultra sombre, on voit à peine les bouquins qui sont dedans. Il y a une petite fenêtre au fond, mais qui est légèrement ouverte pour laisser à peine passer de la lumière pour que tu vois qu'il y a une table au fond. Mais aucun des personnages n'est vraiment correctement marqué par la lumière, les deux petits vieux qui sont au fond, et ils sont flous. Alors que lui, avec son costume bleu et sa cravate jaune, qui est le même jaune que la fenêtre qui arrive derrière, et son visage blanc, du coup, sort complètement de ce décor. Encore une fois, comment tu travailles ton découpage et ta répartition des couleurs dans le cadre. Même chose que ce que je dis depuis le début, donc on a un truc noir tombé derrière lui, un meuble ou une étagère ou je sais pas trop quoi, pour attirer l'attention autour de lui, créer un découpage de blanc avec le reste du décor qui entoure une vague de noir, avec l'armoire qui amène à son visage, qui est, comme on est dans une scène extrêmement éclairée, beaucoup plus clair. Et on a le costume gris crème qui se raccorde aussi avec la couleur de l'étagère qui est derrière, et je suppose de la plupart des meubles qu'il y aura à ce niveau de l'immeuble. Et soudain, de la couleur. je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais soudain, de la couleur. On a du bleu en bas, on a du jaune, on a un petit peu de rouge, un petit peu de vert, de la fumée. Il y a quelqu'un qui est au bord d'un balcon, là, sur le côté.
qui porte, j'ai l'impression, une robe jaune ou un truc dans ce genre-là. Et puis on a donc cette nuit absolue pour le reste, donc les plantes par exemple qui découpent une silhouette totalement noire sur l'image. Oh, alors ça peut être intéressant. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui est en train d'être tiré sur le sol à l'envers, du coup. C'est quelque chose qui se produit à l'envers au lieu de se passer à l'endroit, et il a l'air d'être tiré par quelqu'un qui l'a pas encore tiré du coup au sol, mais lui est déjà tiré en réaction avec le truc, ou alors rejoue le truc à l'envers. Ça peut être pas mal et bien angoissant ça comme scène, de voir quelqu'un qui est obligé de vivre le temps à une autre façon que toi. On voit bien qu'il est paniqué, le sol est assez sombre, marron, peut-être un petit peu sang, donc ça met un petit peu en angoisse, ça fait un peu sale par exemple. Ça le détourne quand même bien lui, qui est dans un truc très noir et très opposé au reste, avec les murs blancs. Et on voit bien que eux, du coup, a priori les deux plans ont l'air de se répondre, quoique ils ont pas l'air d'avoir un couloir très orange là où ils sont, mais ils regardent vers le bas, là où il semble être le mec. Et donc ça peut être un truc assez flippant de voir le mec qui est en train de partir, comme s'il était attaqué par un homme invisible, mais en fait il est attaqué à l'envers. Ça va être assez spécial du coup à vivre comme truc. Et encore une fois, on peut voir les raccords de ton des couleurs avec tout le reste. Lui qui est parfaitement éclairé parce que la scène est parfaitement éclairée aussi. Là on a donc ce dégradé autour de lui par rapport au mur, par rapport à la lumière qui fait une tache spécifique sur lui et le reste devient plus sombre. Cette fenêtre sur le côté qui reflète et qui du coup amène un peu plus d'activité dans l'image et un peu plus de présence que juste un mur uni. Et en même temps, le mur uni permet de bien parfaitement le détourer lui par rapport au reste du truc. Et vous voyez ce que je dis sur la lumière, c'est marrant, on a l'impression qu'il a presque changé de couleur de peau là entre ce plan-là et tous les plans qu'on a vus avant. Il est tellement plus clair dans ce plan-là que c'est très différent. Alors ici, pour le coup, c'est subtil parce que si on regarde bien, en fait, dans l'image, il y a des choses qui sont plus claires que le visage du personnage. Il y a la rambarde blanche, il y a une source de lumière derrière elle, il y a un truc un peu blanc sur le bord du décor qui se raccorde avec le balcon, je suppose que ça doit être la veste du personnage principal. Et le personnage n'a rien de très brillant et visible sur elle. Il n'y a pas de lumière qui la touche directement. Les cheveux sont gris, donc pas spécialement noirs, pas spécialement clairs. Les vêtements sont verts, pas spécialement sombres, pas spécialement clairs. Elle est typée indienne, j'ai l'impression, donc pas spécialement sombre, pas spécialement clair. Et du coup, c'est un agrégat de mets au niveau des couleurs. Et je crois que c'est juste le tout petit truc de lumière jaune qui arrive sur la joue qui attire un peu le regard vers elle, et le fait qu'elle ait un petit reflet dans l'œil. Peut-être aussi le fait que tout le reste soit juste vide, des lignes droites, un aplat de noir. Donc du coup, elle est quand même beaucoup plus attirante que le reste du truc, mais je trouve quand même que le pilier du balcon est un petit peu trop lumineux sur ce plan-là. C'est joli, les lumières bleues de la ville, normalement les lumières sont jaunes. Je sais pas ce qui donne ces lumières bleues là, ces toutes petites lumières bleues, vraiment à côté de son épaule là, entre son épaule et le truc du balcon. Mais d'habitude les lumières de la ville sont pas cette couleur-là, donc c'est joli, ça fait un peu différent du coup comme image. Là, on a un plan au ras du sol pour rendre du coup la sensation de vitesse. C'est un truc intéressant ça, parce qu'il y a Gemini Man qui est sorti il y a pas longtemps, qui a exploré une nouvelle technologie de 120 FPS qui permet du coup d'avoir beaucoup plus d'images en une seconde. En principe, on a 24 images en une seconde, en 120 FPS, on a 120 images pour faire une seconde. Le truc, c'est que quand tu prends que 24 images pour faire une seconde, l'image est exposée plus longtemps. Tu divises une seconde en 24 images, chaque image est exposée à peu près, je crois que c'est 400 millisecondes, un truc dans ce genre-là. Quand tu es en 120 images par seconde, ton image est exposée en 40 millisecondes au lieu de 400 par exemple. Ce qui fait que, quand tu es en mouvement, tu as beaucoup moins ce flou de mouvement qu'on voit là au sol. Vous voyez toutes ces lignes, le fait que tout s'agrègue en un seul truc de lignes, enfin de trucs bizarres, c'est compliqué à décrire. En flot de mouvement, quoi, en faisant des lignes de flot de mouvement, comme dans les mangas, vous savez, quand ça avance vite. Et le truc, c'est que sur Gemini Man, la plupart des plans en voiture, par exemple, les courses-poursuites, ont été tournés en 60 FPS et non pas en 120. Parce que quand tu vas en 120, tu retires complètement cet effet de motion blur. Parce que du coup, l'image est tellement vite captée qu'elle n'a pas le temps de créer des traînées comme ça, et elle va entraîner un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, et ce sera pas visible comme ça l'est ici. C'est pour ça que la plupart des cinéastes sont très attachés au 24 FPS. C'est parce que le 24 FPS rend aussi beaucoup plus naturel le flou de bouger. En 120 FPS, on n'a plus de flou de bouger, et on a du coup une image qui est 100% numérique, parce que vous allez me faire le plaisir de mettre votre main devant vous, et de faire ça. Je vous mets au défi de me dire que vous avez vu vos doigts nets pendant que vous faisiez ça.
C'est naturel et normal d'avoir du je m'énerve parce qu'il y a un mec avec qui je me suis pris la tête avec ça sur internet il y a quelques temps à cause du motion blur, etc. Et le mec me disait non, le motion blur c'est un défaut. Je fais non, c'est un défaut peut-être, mais c'est un défaut naturel. C'est comme le flou, la profondeur de champ c'est un défaut des yeux. Le fait qu'il y ait du flou des yeux ou des caméras c'est un défaut. En principe tout devrait être net. Mais il y a un défaut naturel qui est à la fois par exemple le flou et ce motion blur naturel quand les choses vont vite. C'est normal, ça fait une traînée, ça fait pas un truc parfaitement net. Donc c'est pour ça qu'on est très attaché au FPS, au 24 FPS, c'est parce que le 24 FPS permet d'avoir ce genre de flou de bouger, permet aussi de faire des jump cuts qui sont beaucoup moins visibles, parce que quand tu sautes une seule frame sur 24, alors que c'est la même chose que quand on saute 50 sur 120 par exemple, tu sens la coupe de 50 frames sur 120, tu sens qu'il manque un truc. Donc tu peux beaucoup plus cacher les transitions entre des acteurs réels et des doublures numériques, etc. Bref. Ce plan m'a juste permis de parler du motion blur, voilà. Et on peut voir à nouveau l'harmonie de couleurs, donc le sol par rapport au pont, le goudron par rapport à la voiture, le vert à côté qui est très désaturé comme couleur et qui est pas une couleur très pétante. Surtout le vert gazon comme ça, pas un vert bien pétant. Et alors pour le dernier plan, les seuls trucs que je peux dire, c'est comme ils sont dans une voiture, là pour le coup ils ont fait une scène de course-poursuite avec une grosse lumière, parce que du coup avec une grosse lumière, ils vont avoir une grosse lumière et une ombre aussi très nette qui débarque sur eux. Et dans une voiture, on a beaucoup moins de lumière qu'en extérieur. Donc avec un soleil bien tapant comme ça, tu peux avoir un intérieur de voiture qui est beaucoup plus éclairé et qui est beaucoup plus facilement visible avec une lumière naturelle que si tu avais tourné ça avec une journée où le ciel était gris. Ok, voilà ce que je pouvais dire donc de cette bande-annonce de Tenet. Pas très emballé pour l'instant, mais ça a l'air déjà plus dans le genre de truc qui peut me plaire qu'Interstellar et Dunkerque. Ça a l'air d'être un thriller assez psychologique, très intellectuel. Et ça peut être très intéressant à voir et ça peut donner des effets intéressants avec donc cette opposition entre les trucs qui vont à l'envers et les trucs qui vont à l'endroit. Voilà pour ma réaction à ce trailer de Tenet. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!